Bonjour, bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. On s'excuse pour le petit retard. Néanmoins, nous sommes là. Aujourd'hui, on va parler justement de femmes, l'entrepreneuriat, l'éducation, mais surtout la littérature. Et oui, c'est vrai, depuis quelques temps, on parle beaucoup de littérature car on parle d'éducation aussi avec la littérature. Sans plus tarder, on va maintenant accueillir l'invité qui est là. Je vous disais d'entame, aujourd'hui, on va accueillir une dame qui a fait justement son chemin dans la littérature, qui est aussi dans l'administration, qui notamment travaille au MIMPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Elle va certainement nous parler des influenceuses parce que là, c'est toujours le sujet qui revient de temps à autre dans les médias. Sans plus tarder, nous allons accueillir Adèle Bibiane Barra. Bonjour. Bonjour. Ou bien je vous appelle Fleur de Lys. Oui, Fleur de Lys. Bonjour, Odile. Merci encore de nous accueillir dans cet illustre plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour aussi à Marie Betty, présidente de l'Association des Fous du Livre, qui croit beaucoup au talent des femmes. Et bonjour à tous ceux qui croient à la femme. Voilà. Alors, nous croyons tous à la femme parce qu'ici, aujourd'hui, on parle de femmes. Parce que vous êtes à l'émission Talent de femmes. Talent de femmes valorise les femmes qui entreprennent, les femmes qui changent la donne, les femmes qui changent même un peu le monde. Je crois que vous faites quand même partie de ces âmes qui changent le monde. Assurément. Ah, voilà. Aujourd'hui, avant de commencer, il faudrait dire il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne vous connaissent pas. Il y en a qui vous connaissent. Dites-nous un peu qui est Madame Barra Bibiane Adèle. D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait. Présentez-vous un peu. Merci. Vous savez, il n'est pas toujours évident d'être à la fenêtre et de se voir passer en route. C'est pas facile de parler de soi. On préfère généralement que l'autre parle de nous. Mais je vais me livrer volontiers à cet exercice difficile. Alors, je suis Adèle Bibiane Barra. Dans mon état civil, je suis conseiller principal de jeunesse, juriste privatiste. J'exerce au ministère de la promotion de la femme et de la famille comme chargée d'études assistant numéro 2 à la cellule des études et projets. Dans l'univers de la littérature, je suis connue sous le nom de Fleur de Lys. J'ai commis plusieurs ouvrages, plusieurs anthologies de poésie avec des auteurs. Et mon premier ouvrage, le recueil de nouvelles L'illusion du bonheur, qui parle des questions de la femme, est celui qui me permet de cheminer dans l'univers de la littérature. Je préfère garder les autres casquettes et non, mais on a besoin de savoir. Écoute, si on aborde un sujet, peut-être sur une casquette qui vous concerne, il faudrait bien qu'on sache ce que vous faites aussi en aparté à côté. Tout à fait. Également, j'impacte dans la vie de beaucoup de jeunes parce que, en tant que conseiller principal de jeunesse, nous avons la lourde mission de suivre la jeunesse et les femmes, parce que c'est les deux cibles très sensibles qui sont également capables d'impacter dans les destinées d'une nation. Donc, à côté, dans les associations, je les accompagne et je leur donne un avis franc. Voilà. Je suis aussi présidente des femmes à l'église, dans mon église. Donc, je suis un leader, j'impacte. D'accord, vous êtes un leader, vous impactez. Alors, on va toujours parler de littérature. Alors, on va commencer par la littérature, je veux dire. Aujourd'hui, vous écrivez, vous avez des recueils de nouvelles, vous avez plusieurs ouvrages, vous avez coécrit même un ouvrage collectif. Parlez-nous un peu de votre amour pour la littérature. Pourquoi avoir choisi d'écrire? Vous savez, le pourquoi devrait répondre à des motivations très lointaines. C'est l'occasion pour moi ici de rendre un vibrant hommage à mes parents qui sont décédés, mais je pense qu'ils saluent de loin leur travail parce que la littérature, pour la choisir, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous impulse. Ce sont mes parents, Bahalu Emmanuel décédé, Ngonyek Evelyne Honoré décédé aussi, qui par l'éducation, par la lecture au quotidien, déjà à 6 ans, 7 ans, m'ont initié à la littérature. Ils étaient aussi enseignants, écrivains Non, ils n'étaient pas écrivains. Mon père était administrateur de prison. Ma mère, paix à son âme, était éducatrice. Mais il y avait ce souci, c'était toujours des vacances utiles.
On vous donnait des livres, des journaux, on dit tu fais la contraction de texte de ces livres et puis tu travailles, tu nous fais le résumé. Et quand ils rentraient, je leur disais, on a parlé de ci, de ça. Et quand mon père est décédé, ma mère a continué dans cette lancée. Et par la suite, dans la littérature, j'ai découvert qu'on pouvait voyager sans décoller. Oui. Parce que la littérature, la découverte, ça transporte et puis ça transforme beaucoup le mental et puis la capacité à imaginer, à reproduire et à créer. Oui. Aujourd'hui, on parle de littérature. C'est vrai qu'il y a une littérature un peu activiste, une littérature qui revendique. Certes, il y a les romans, la tragédie, le drame. Aujourd'hui, quel est votre style à vous? Moi, je suis dans le style contemporain. En tant qu'auteur, l'écrivain est d'abord engagé, hein, quelle que soit la cause. Mais lorsque j'écris, je m'inscris dans les problématiques de notre milieu. Je suis beaucoup plus séduite par les questions de droits de la femme. Parce que je pense que la femme devrait, à mon avis, cesser de se ranger dans des carcans traditionnels. Elle a beaucoup à trouver, à donner, parce que je voudrais comme ça faire un tour en crochet dans le livre sacré pour dire que la Bible reconnaît que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais comment ce bonheur se veut réductif? Comment ce bonheur voudrait ne serait-ce que se limiter à être juste à côté d'un homme comme un pot de fleurs, alors qu'il est question que comme pot de fleurs, les revendications sur le statut de la femme, la place de la femme dans la société, en Afrique, au Cameroun, parce que là, je suis en train de vous parler de mon livre L'illusion du bonheur. Ah, parce que vous m'avez posé la question de savoir. Parlons justement des femmes, la place de la femme aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien justement s'exprimer comme vous, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas parce que, vous savez, dans certaines familles, certaines sociétés, la femme peut-être doit être soumise et mise en arrière-plan. Mais là, vous parlez de la femme au premier plan. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas régner nos acquis, on ne peut pas régner notre héritage. C'est un atout, on doit le reconnaître. Mais je voudrais aussi dire que la femme devrait faire une introspection sur elle, parce qu'elle a des qualités, mais que parfois elle ne met pas en avant. Je voudrais également dire que la femme, en tant qu'être humain, a beaucoup de ressources qu'elle-même ignore. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Je vous prends un exemple très simple. Oui. Cet exemple a trait à mon ouvrage, le recueil de nouvelles L'illusion du bonheur, qui est la première nouvelle qui dénonce toute forme de violence faite à la femme durant les rites de veuvage. C'est un cas bien patent qui met aux prises une femme qui a un précieux sésame, le mariage. Et ça lui ouvre toutes les portes. Et lorsque le mari décède, elle se rend compte que ce premier sésame-là n'est pas acquis. Parce qu'il y a cette famille qui revendique tout. Et là, il est question pour elle de sortir de cette zone de confort, entre guillemets, pour se battre pour ses enfants. Parce que quand le mari meurt, il faut que la femme sache qu'elle doit apprendre, s'approprier des procédures de droit, des instruments juridiques qui sont mis à son avantage pour qu'elle puisse faire un jugement d'hérédité. Elle doit pouvoir connaître les procédures et savoir que lorsque le certificat, c'est-à-dire le procès verbal de siège de la famille n'est pas signé, elle peut aller au tribunal de grande instance et avoir ce papier et se battre parce que, dites-vous que si les lois sont là, c'est parce qu'à l'origine, il y a des droits qui sont bafoués. Et si ceux dont les droits sont bafoués ne prennent pas conscience de cela, alors la loi ne peut pas être utile. Les femmes devraient aller au-dedans d'elles et puiser dans ce qu'elles ont. Parce qu'il y a une perception de la femme que la société a. Le sexe faible, cette femme qui est rangée à l'arrière de l'homme, c'est vrai. Mais il y a cette ressource inestimable que la femme elle-même ne connaît pas. Moi, je vous prends un exemple très simple. Vous avez vu, lors de l'Égypte, en Égypte, lorsque les pharaons sont décédés, les qui ont régné, c'est Cléopâtre. On était obligé de faire avec Cléopâtre. On était obligé à un moment donné dans la Bible, je vous prends le livre de Juges avec Déborah la juge, qui a régné en Israël. Elle avait son mari et elle a régné avant l'arrivée des rois. Il y a beaucoup de figures de proue comme ça
qui ont été matérialisés et caractérisés par la femme. Mais il est le cas africain, peut-être notamment le cas camerounais. Vous pensez que les femmes aujourd'hui peuvent s'affirmer déjà dans les familles, dans ce contexte? Mais elles s'affirment même déjà. Je ne sais pas si vous avez regardé, par exemple, le palmarès genre qu'il y a au ministère de la promotion de la femme. Je vous prends le prisme de la participation à la prise des décisions. Vous allez un peu voir que de plus en plus notre société tend à devenir monocéphale. Les femmes de plus en plus sont des mamans, des chefs de famille. Elles sont obligées d'impacter. Certaines deviennent résilientes. Regardez cette période du Covid, de la Covid. Vous allez remarquer que il y a beaucoup de ménages où des chefs de famille, des hommes ont perdu des emplois et des femmes ont été obligées de retrousser les manches pour prendre la relève et la suite. Et donc moi je pense que les femmes à cet effet-là tiennent bien le rôle. Mais aujourd'hui, on a toujours ce cas de femmes, même dans les pays occidentaux. On voit par exemple la haute magistrature, on voit être chef de l'État par exemple. Il y a des nations qui, dites développées, qui n'acceptent peut-être, qui ne veulent pas accepter déjà de voir une femme peut-être aux commandes d'un État. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une forme de discrimination qui justement continue avec cette idée que l'homme doit toujours rester le chef de la famille? Certes, moi je ne vais pas prendre la chose comme ça parce que lorsqu'on regarde de visu le fait que dans certains pôles de décision ou métiers, il y a encore des chasses gardées, on ne voit pas bien la chose. Parce qu'il y a toujours des réclamations, les salaires qui diffèrent de ceux des hommes, malgré le fait que peut-être même une femme ait plus de diplômes, soit beaucoup plus même gradée, même dans l'armée. Les salaires diffèrent toujours. Pourquoi? Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est que actuellement, l'État du Cameroun et particulièrement le ministère de la promotion de la femme et de la famille travaille sur le plaidoyer du budget sensible au genre. Ça veut dire que de plus en plus, notre gouvernement qui est bien engagé dans les questions de promotion et de valorisation des droits de la femme n'admettra plus de budget neutre, c'est-à-dire des budgets, des blind budgets, des budgets aveugles qui ne prennent pas en compte les questions de formation de la femme, les questions de répartition dans les postes de décision. Ça a commencé à être mis en œuvre et on veille à cela. C'est pour ça que je vous dis que... Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut peut-être nommer une femme ministre déjà de la Défense? Ministre de la Défense, je pense qu'on y arrivera parce que vous dites il n'y avait pas de femmes préfets dans le commandement. Hein. Il faut pouvoir même aussi... on voit des femmes préfets qui sont quand même assez dures. On a l'exemple de la dame qui avait donné une gifle. C'est le plafond de verre qu'il faut percer les unités de commandement. Il y a quand même, il faut le reconnaître, des secteurs durs, mais durs, vraiment hard. Mais je pense que tout ça s'humanise. On croise les doigts, c'est ça que les plaidoyers continuent. On voit quand même que c'est quelqu'un du ministère de la promotion et de la femme qui est là sur le plateau parce qu'il y a toujours justement ces réclamations. Alors on va continuer en littérature. On sait qu'aujourd'hui vous faites aussi partie de l'association des Fujili. Parlez-nous un peu de ça. Oh, c'est une association vraiment formidable avec sa coordonnatrice Marie-Bertine Mawen, que je salue ici, ainsi que tous les membres de l'association des Fous du Livre, de l'univers de la littérature, et tous les autres pôles d'association, la conseillère, les associations de la Ronde de Poète, les associations du MINPROV, les associations du ministère. Je salue tout le monde comme ça au passage, que personne ne se sente oublié. Je vous aime. Je voudrais dire que pour l'association des Fous du Livre, il y a quand même une volonté de promouvoir la littérature à la base. Parce que dans l'association, il est question de faire comme des formes de caravanes dans les établissements afin de susciter le goût de la lecture. Parce que la génération actuelle ne lit plus. Si vous voulez cacher une information à un citoyen lambda, mettez-la dans un livre. Donc, il y a des caravanes comme ça que l'association des Fous du Livre organise et des concours de dictée pour susciter les enfants à la lecture. Il y a également des salons, il y a aussi l'accompagnement des auteurs à des dédicaces parce que parfois, le tout c'est pas de produire
un livre. Il faut pouvoir communiquer là autour de lui. Et parfois, l'auteur faire est connaître perdu. l'ouvrage, parce que c'est important aussi. Vous Oui, pouvez c'est être ça. un génie, mais si Mais votre ouvrage bon, n'est pas connu... c'est comme une lampe mise sous le boisseau. voilà. Il faut donc, ce sont des pans que l'Association des fous du livre prend, la communication, la promotion de la littérature, la vulgarisation, également l'édition, entre autres. Que pensez-vous aujourd'hui des femmes dans la littérature, notamment on va parler des femmes africaines? Pour ma part, je pense que les femmes africaines dans la littérature, elles sont fantastiques parce qu'elles ont beaucoup à dire. Et lorsqu'une femme prend sa plume pour écrire, parce qu'il y a beaucoup qui écrivent, mais qui sont heurtés à beaucoup d'obstacles épistémologiques. Ça peut être l'environnement, ça peut être le manque d'estime de soi, mais lorsqu'elle brise tous c'est-à-dire ces anathèmes-là pour se jeter dans ce qu'elles aiment, ça nous donne les Jaïlis, ça nous donne les Kalis Beyala, ça nous donne les jeunes, c'est-à-dire tous ces jeunes recrues qui sont ça là, les valeurs montanes. Bibiane Baha, Ça donne Fleur de Lys, par voilà, exemple. Je suis très modeste, mais bon, puisque vous me le permettez, c'est un peu ça. Et il faut savoir aussi que lorsque la femme commence à écrire, on commence à la regarder d'un autre œil, sous un autre genre aussi, sous un autre prisme, parce que l'écriture est quelque peu macho aussi. C'est un milieu masculin et... C'est vrai que déjà à l'époque, dans les années, la littérature antique, c'était beaucoup plus les hommes qui étaient mis en avant. Mais aujourd'hui, on voit plus de femmes qui se démarquent et qui reçoivent même beaucoup de distinctions. On peut voir par exemple les écrivaines africaines de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, même en Afrique centrale. C'est vrai que le Cameroun était un vivrier d'écrivaines. Mais on voit aujourd'hui les femmes qui se démarquent. Est-ce que parce qu'elles ont beaucoup à dire, parce qu'il y a les hommes qui disent que les femmes bavardent beaucoup, est-ce que justement les femmes veulent se révéler dans les ouvrages? Moi, je voudrais dire que il y a les talents. Il y a les talents que nous héritons parce que il faut savoir que traiter un dossier, par exemple, c'est pas écrire. Il y a la plume. Et dans la plume, il y a l'imagination. Dans la plume, il y a la capacité à mettre en œuvre un scénario. Il y a la capacité à tracer des synopsis. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas écrire. Et maintenant, il y a cette plume qui est cette signature personnelle de chacun qui fait que c'est un peu comme votre timbre. D'autres diront c'est votre réma. C'est-à-dire, lorsque on vous lit, on sait que c'est vous. Ça, c'est votre manière d'écrire. Et je pense qu'il y a d'abord le don inné qui fait en sorte que quelqu'un décide de franchir le Rubicon, de se lancer dans la littérature. Et maintenant, il y a l'amour de porter une cause, une valeur que l'on voudrait faire partager avec un auditoire lambda, d'où le fait de se lancer dans la littérature et écrire. Sinon, les hommes, autant que les femmes, ont beaucoup à dire dans l'écriture. Je crois. Ça tombe bien, Madame Ba, on sait que vous êtes au ministère de la promotion de la femme et de la famille. On va parler un peu d'un sujet qui ne cesse de faire parler de lui. On parle justement des influenceuses, on parle de Dubaï avec la scatophilie qui a été mise en exergue. C'est pas assez plaisant, mais il faudrait qu'on en parle parce que c'est une jeunesse qui est en perdition. Parlez-nous un peu. Que pensez-vous de ces femmes? Est-ce que c'est un manque de valeur, d'éducation? Pourquoi autant de jeunes filles sont attirées par le luxe, l'argent facile? Oui, c'est une question qui, à brûle pour point, est des frères laconiques ces derniers temps-ci. Je voudrais dire que si vous aviez lu Le malaise de la civilisation de Freud, Sigmund Freud, mais il avait beaucoup de théories quand même. Hein, surtout ce texte-là, il parlait déjà de ça. Il énumérait déjà, c'est-à-dire les types de pression sociale qui pouvaient pousser l'individu à faire certains choix. Et lorsqu'il parlait du stress, il parlait de la pauvreté, il parlait du burn-out, il faisait une typologie de toutes ces choses-là. Il arrivait à la conclusion que dans cette civilisation, dans les civilisations à venir, l'homme se trouvera aux prises à une alternative, soit celle de sublimer sa libido et d'en faire des chefs-d'œuvre, comme des écritures, comme des livres, comme des tableaux,
soit alors de vivre de sa libido. C'est dans le cas d'espèce que je reviens aux influenceuses pour dire que nous vivons ce malaise de la civilisation où cette société est exacerbée par la montée aussi des réseaux sociaux, des tics qui vendent le rêve. Et lorsque le rêve est vendu et que les valeurs fondamentales de la société, de la famille ne sont pas bien établies en tant que socle qui vous permettent de choisir ce qui est bien, c'est-à-dire conformément à la morale et au contrat social de Rousseau, c'est-à-dire on respecte les valeurs, mais vous virez de l'autre bord pour qu'on arrive à ce que le professeur Hubert Mononjamana, que j'aime bien, a dit, on a normalisé l'écart. Et c'est ça qui embête parce que nous sommes en train de déplorer cela dans la valeur du bon sens qui est la chose la mieux partagée. Mais pour ceux qui ont pris les anti-valeurs comme référents, c'est normal. Ils ne se plaignent pas, elles ne se plaignent pas. Elles trouvent que tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Il faudrait trouver un quignon de pain, travailler, même si c'est de l'argent facile. Le résultat, c'est de pouvoir avoir de l'argent et de séduire de nouvelles recrues parce que faire cela, si à un moment donné, on se fatigue, il faut se créer un réseau, une nouvelle forme d'esclavage moderne pour mettre dans ces jeunes-là au travail et récolter des argents comme des proxénètes. Et c'est pour cette jeunesse-là qu'on a peur. Toutes ces jeunes filles qui suivent des influenceuses. Je veux dire qu'on peut être influenceuse à deux types de bornes. On peut influencer quelqu'un, impacter dans la vie de quelqu'un à borne positive et impacter dans sa vie à borne négative. Pourquoi? Maintenant, ce sont des choix personnels. Ce sont des choix personnels où quelqu'un décide que moi, je veux à tout prix être riche, je veux à tout prix être comme celle-là, et je m'y lance, même si je deviens plus bas que l'animal, parce que l'homme a perdu sa dignité. L'animal ne peut pas faire certaines choses. Mais quand on voit la femme qui a été hissée depuis la Bible, depuis la société, avec des prix et beaucoup de valeurs que nous avons en termes de femmes modèles au Cameroun, et qu'on retrouve nos sœurs là-dedans, dans la borne négative, et même des hommes, parce que les hommes ne font l'homme avec grand H. C'est dit, pour conclure, qu'il y a un malaise dans la civilisation, comme le disait. Et selon vous, cela peut être dû à quoi? C'est comme je vous disais, cela peut être dû au désir de briller. Ça peut être l'envie. C'est des choses qu'on corrige très tôt dans la cellule familiale. Vous avez un enfant qui, lorsque vous mangez, il veut aussi manger. Il demande, vous lui donnez, vous lui donnez tout. Il est envieux, on ne corrige pas ça, on ne censure pas ça. Lorsqu'il va arriver dans la grande société, il voudra continuer dans le même phénomène. Si telle a telle chose, je veux ça. Il y a l'envie, il y a la cupidité, il y a la paresse derrière tout cela. Parce que le refus de travailler nous amène aussi à cela. Or, il n'y a aucun argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. L'homme devra travailler à la sueur de son front parce que ce que vous prenez pour argent comptant en apparence, vous le payez cher plus tard, même en termes de maladie, même en termes de déchéance, on le paye toujours. Il y a toujours un revers dans toute situation. Les causes sont tellement multiples, il y a même le manque d'estime de soi. Parce que quand on se rabaisse pour pouvoir descendre à ce niveau qui est plus bas que l'animal, c'est qu'il y a un problème sérieux. Voilà. Oui, aujourd'hui, on voit des jeunes filles, n'est-ce pas, justement, vouloir ressembler à ces influenceuses qui pour eux deviennent des modèles. On va peut-être laisser ce volet parce que là, c'est assez délicat. Parlons aujourd'hui des jeunes enfants qui vont à l'école avec des armes blanches, qui menacent les éducateurs. Est-ce que les parents ont baissé les bras ou bien, quelque part, les éducateurs ne font pas bien leur travail? Je voudrais également dire avec Don Bosco, il disait, quand la faute est grave, la responsabilité est plurielle. Alors la faute est grave. Si l'on arrive à avoir des enfants qui vont avec des armes blanches, qui poignardent les autres, c'est qu'il y a aussi
est en grande partie la responsabilité de la famille. Oui. Exacerbée par les pressions sociales, le papa sort, la maman sort, tout le monde cherche l'argent. Parfois, l'éducation de l'enfant est bricolée, elle est fébrile, elle est relayée, c'est-à-dire au second rôle. C'est une petite bonne qui essaye de faire de son mieux pour langer l'enfant, mais qui ne lui donne pas forcément les life skills qu'il faut, les valeurs pour lui dire on ne vole pas ceci, on ne touche pas cela, on n'utilise pas de couteau. Et puis c'est parfois le fait de vouloir aussi tout donner à l'enfant, on le laisse devant la télé, il voit des films de violence, il ne fait pas la différence entre la télévision et la réalité, c'est dit qu'il n'y a pas de cloison étanche, parce que notre jeunesse tend à s'occidentaliser. La jeunesse des années 90 ou des années 90 ou 80 n'est plus la même que celle de 2000. Celle de 2000 est complètement différente. C'est-à-dire, elle veut vivre comme à la télé. Dans les lycées, maintenant, le bahut, c'est complètement c'est la jungle. Oui, la jungle. Il faut appartenir à un clan. C'est le phénomène des grands frères. C'est quoi le phénomène des grands frères? C'est que quand tu es dans un camp, il faut que tu aies des parrains. Il y a le bisoutage. Vous avez des choses comme ça où les enfants sont complètement perdus, où on vous impose de faire des choses, ou des partous et tout. Mais je pense que les parents ont leur mot à dire parce que les éducateurs ne prennent que la suite du socle qui a été fondé. C'est ça que je voudrais dire à propos. Et là, aujourd'hui, on voit des jeunes enfants, justement, qui même s'en prennent même déjà à leurs professeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution pour sortir de là? Il y a une solution. Vous savez, il y a beaucoup de plans qui sont faits par le gouvernement, des plans multisectoriels de lutte contre la violence qui appellent aux prises tous les départements ministériels qui ont en charge l'enfant et le jeune. Il y en a au total 13 départements ministériels. Ministère de la Jeunesse, ministère des Postes et Télécommunications, MINPOF, MINAS, MINIDJUB. Il y en a 13 au total. Je voudrais donc dire que lorsque ces plans multisectoriels sont donc élaborés et mis en œuvre, c'est avec les acteurs de la société civile et les communautés que c'est fait. Et à un niveau, les parents doivent également s'approprier de ces programmes parce que ils sont impliqués là-dedans, par exemple, dans des associations comme l'école des parents, l'école des maris, pour sensibiliser les enfants sur certaines questions. Par exemple, au ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a la question le concept de la parentalité positive. La parentalité positive qui est mise en œuvre avec UNICEF, qui voudrait que les enfants soient davantage proches de leurs parents, qui développent des relations de qualité. C'est quoi les relations de qualité? C'est de pouvoir dire aux parents que lorsque je suis allé à l'école, on m'a fait ci, ils rentrent faire le point aux parents et que le parent trouve un peu de temps pour pouvoir éduquer l'enfant sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, les questions de violence, même les questions de sexualité aussi. C'est ça la parentalité. C'est pas le libertinage. Parce qu'on a une sexualité débridée déjà. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas le libertinage, c'est pas le laisser aller, mais c'est entre la carotte et le fouet, c'est comme ça. On alterne parce qu'il est question de sauver les meubles. Il faut sauver le soldat Ryan, comme on dit dans le film. Il faut sauver l'enfant parce que l'enfant est vraiment au prises de plusieurs courants. À l'époque, il y avait les cours d'éthique et de morale, mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours fonctionnel. Si. Peut-être il faudrait adopter les causeries éducatives, peut-être aussi. Il y a les questions d'éducation civique, les questions de morale, qui sont faites à travers des clubs aussi d'éducation civique. Il y a, comme je vous disais, l'école des parents, dans la mesure où, même quand on éduque l'enfant en aparté ou le jeune, il faut rentrer à la base des fondateurs. Les fondateurs, ce sont ce sont les parents. Si les parents ne prennent pas conscience de la pleine mesure de l'action qu'ils ont à mener dans l'éducation de leurs enfants, mais notre société sera malade. Notre société va se retrouver avec un fer de lance rouillé, avec des jeunes tricheurs, des jeunes toxicomanes, ou bien une jeunesse qui va mourir parce que on risque d'avoir le taux de mortalité des jeunes élevé.
Et ce ne sera pas bon qui prendra la relève. On va ressembler à l'Europe qui a une société vieillissante. Oui. Nous ne voulons pas de ça. Bah, l'Europe est appelée le vieux continent, c'est normal. Voilà. Aujourd'hui, on parle de jeunes, on parle justement de la jeunesse aujourd'hui qui, quelque part, essaye un peu de s'égarer. Parlez un peu de l'emploi jeune. Selon vous, quelque part aussi, la jeunesse se révèle dans ce sens parce qu'il n'y a peut-être pas d'emploi pour tous les jeunes. On a vu des jeunes qui se divisent, il y a des jeunes qui marchent, il y a des jeunes qui vont en politique pour revendiquer, pour s'affirmer. Est-ce que l'emploi jeune, quelque part, demeure aussi le problème justement de cette jeunesse qui va à la dérive? C'est vrai que le problème et la question de l'emploi jeune, on ne peut pas le nier, se pose avec acuité. Mais je reconnais aussi que c'est-à-dire le gouvernement met beaucoup d'opportunités en œuvre parce qu'il y a le secteur de l'entrepreneuriat, il y a également le secteur des TIC, avec les métiers de la numérique, du numérique qui sont en train de naître, où on voit beaucoup de jeunes qui tirent leur épingle du jeu. C'est vrai que la fonction publique, en elle-même, elle fait face à beaucoup de pression, mais de plus en plus, je pense que à travers des programmes de financement, à travers également vous parlez des programmes de financement, est-ce que l'information passe réellement? Parce qu'on se dit les programmes de financement, c'est beaucoup plus basé pour une certaine caste de la société, parce que tout le monde n'a pas accès à cette information, par exemple. Non, il y a des sites c'est-à-dire de communication là-dessus. L'information passe. Il est juste question. Mais il y a toujours des plaintes des jeunes qui disent voilà, on n'a pas d'emploi, l'État ne nous aide pas, comment on fait? Le ministère des petites et moyennes entreprises ne nous aide pas, la banque des PME non plus, on ne sait pas comment faire, tous les dossiers sont rejetés. Comment on va faire pour justement trouver la faille, pour éviter justement cette dérive? Parce qu'après l'école, après les diplômes, que devient le jeune? Je pense qu'après l'école et après les diplômes, il faut justement que le jeune devienne un produit fini. Mais je pense aussi qu'une fois sorti des circuits de l'école avec les diplômes, il faut encore une formation professionnalisante. Parce que de plus en plus, mais là, quand on sort, comme vous le dites à la télé, il faut le dire. Parce que on nous a appris que quand tu finis tes études, tu as tes diplômes, là tu vas travailler peut-être dans l'administration. Mais il faut le dire à la jeunesse, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. C'est pourquoi l'entrepreneuriat est prisé. Voilà, ouvrir des entreprises privées, c'est ça qui développe un pays. Les industries, voilà, dans les grandes nations. C'est ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, parce que tout le monde veut travailler au ministère, tout le monde veut passer les NAM, tout le monde veut passer le CUS. C'est pas possible. Il faut que la jeunesse sache ça aujourd'hui, qu'elle peut justement s'en sortir et créer peut-être générer des emplois aussi. Et puis il est aussi question pour chaque jeune de connaître son profil. Il y a des jeunes qui n'aiment pas être embrigadés dans des bureaux. Il y en a d'autres qui sont vraiment, ils ont le goût de l'aventure, l'esprit d'entrepreneur. Il faut le connaître toi-même avant de connaître l'univers. Il faut savoir ce que tu veux. Malheureusement, on est encore c'est vrai, c'est dans nos familles où on projette des destinées pour nos enfants. C'est-à-dire, c'est un peu un enfant qu'on a et puis on l'habille pour un autre destin, tu seras ceci. Avocat, peut-être l'enfant veut être artiste. Voilà, on dit non, c'est une honte. Un nouveau fleur de lys peut-être. Oui, non. Est-ce que ça donne de l'argent? Il te faut toucher. C'est tout un mythe. C'est le mythe du colon, de l'administration coloniale aussi qui est resté comme des archétypes dans les l'éducation latine qu'on a reçue? Non, t'as dit les archétypes de l'administration coloniale qui veulent que lorsque tu sors, tu auras un concours, tu vas travailler. Et que même lorsque tu travailles au privé ou que tu as ton propre compte, tu as cette sensation d'inachevé que tu as échoué. Mais ce n'est pas vrai. Le bonheur se définit personnellement. Si la notion de bonheur est relative aussi, si tu peux te prendre en charge, si tu peux pouvoir tes besoins, si tu peux réaliser tes projets, mais alors tu es heureux. Tu es heureux. Oui. Donc, voilà. Alors, parlez-nous un peu de vos associations. Vous travaillez avec les associations. Ça se passe comment avec les femmes spécialement ou bien c'est mixte? C'est mixte. C'est aussi des questions de médiation sociale et de prévention. Quels sont les sujets qui reviennent beaucoup plus dans vos échanges? Dans les questions de médiation sociale et de prévention des conflits, on a des sujets comme les conflits interpersonnels. Je les prends comme ça, où il faut faire la médiation, par exemple,
entre un parent et un enfant, ou alors dans un couple. On a aussi maintenant des personnes qui voudraient être accompagnées ou être orientées. Ils te demandent, je voudrais faire telle activité ou me lancer dans tel projet. Qu'est-ce que tu penses de cela? Et là, peut-être, on le recommande, on réfère à telle ou telle personne pour pouvoir l'aider et puis à le résultat. Parce qu'il faut se dire que on n'a pas la solution miracle de tout. Oui. Il faut pouvoir aussi animer toutes les compétences qu'on a autour de soi et pouvoir adresser une réponse idoine. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on trouve des jeunes qui justement sont sans repère. C'est vrai que je parle beaucoup de jeunes parce que vous êtes là. Voilà. On a un problème d'éducation peut-être qui à la base a été fauché. Mais selon vous, est-ce que quelque part aussi les parents peut-être n'ont pas réussi à grandir parce que vous dites peut-être certes les parents vont chercher l'argent, mais il y a des parents aussi quelque part immatures aussi. Il faut voir ce côté parce qu'on voit par exemple on arrive dans des familles, la femme elle est au bar, le mari il est au bar, il a 4-5 copines. Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi l'immaturité des parents? C'est pourquoi peut-être vous avez tout à l'heure parlé de cause à effet, l'éducation des parents avec l'UNICEF. Est-ce qu'on a toujours besoin, un, d'avoir les organismes internationaux et de deux, pourquoi est-ce que la vie a autant changé? Oui, c'est une question très pertinente parce que cette question-là nous amène à dérouler un peu une typologie de parents. Pour le cas d'espèce, notamment, s'agissant des parents immatures, je voudrais dire que on ne donne que ce qu'on a. Certainement, un parent immature n'a rien reçu. Vous avez des enfants ou des parents, entre guillemets, qui quand ils étaient mineurs ont grandi dans la rue. Ils savent que dès que des enfants sont nés, c'est comme la vipère qui accouche des enfants sur l'arbre, elle se cache là, elle les pond. Et puis c'est le chacun pour soi, c'est vraiment la loi de Darwin, c'est la jungle. Donc quand les enfants sont nés... Vous pensez qu'aujourd'hui la nouvelle génération c'est la jungle? Non, pas la nouvelle génération, je suis en train de vous expliquer l'immaturité de ces parents, là j'entre un peu dans leur tête pour se dire que c'est du chacun pour soi. Dès que les enfants naissent, eux aussi ils ont leur vie. Vous avez, c'est un peu comme vous avez ces femmes. Toutes les femmes n'ont pas la fibre sentimentale. Toutes les femmes ne sont pas mères dans l'âme. Il y a des femmes qui accouchent, qui font des enfants, mais qui ne sont pas proches de ces enfants. Il y a des femmes plutôt épouses. Elle a ses enfants, mais elle vous dit, c'est d'abord mon mari, je reste proche de mon mari. Il y a des femmes maintenant qui ont cette fibre. S'agissant toujours de ces parents immatures, je voudrais dire et je continue à dire qu'ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu et c'est déplorable parce que des enfants qui grandissent dans un environnement de toxicomane ou d'alcoolisme ou alors un environnement où des parents luttent, où un homme bat sa femme, ils vont répéter le même cycle. C'est le cercle vicieux. Ils vont répéter ce même cycle, le cycle. Donc si un enfant n'a pas reçu d'amour, il ne peut pas en donner, c'est ça? C'est difficile. Il y a des cas où ils s'en sortent, où il y a des rayons de soleil qui arrivent dans leur vie pour reconstruire tout, pour que ça change. Mais dans le principe, je vous dis, s'il ne rencontre que ces schèmes-là, il saura que on apprend à aimer par la violence ou alors on ne donne pas de démonstration d'affection, on reste froid. Alors parlons aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de femmes, parlons des violences basées sur le genre. C'est aussi un des sujets qui vous définit un peu au Cameroun. Où voyez-vous, situez-vous justement la femme dans ce contexte? Dans ce contexte, les violences basées sur le genre, je voudrais dire que c'est toujours une problématique actuelle. Je la prends d'abord comme ça en Afrique pour vous ramener un peu ce cas qui nous a brisé le cœur avec le décès de la chanteuse nigériane. Vous avez vu à quel niveau une femme qui est allée si loin a pu tomber, je ne vais pas dire si bas entre guillemets, mais a été fauchée comme de la mauvaise herbe parce que elle s'est certes autonomisée sur le plan financier, elle avait de la gloire, mais lorsque les signaux d'alarme, le seuil d'intolérabilité a été franchi, elle n'a pas su voir cela. Je veux dire que de plus en plus, et même dans notre société, les femmes sont
font toujours l'objet des violences basées sur le genre, sont mises à côté, le refus de l'accès à la terre, à la propriété. Vous allez voir, dans certains cas, il faut toujours se battre pour qu'une femme ait un titre foncier. Vous allez voir qu'elle a un terrain, elle le met en valeur, mais n'a pas les papiers de ce terrain parce que ça lui est refusé. Pour certains cas, non, elle n'hérite pas. Il y a toujours cette quête-là qui continue à définir encore la femme et elle continue à chercher son chemin. Mais je continue à dire que dans la lutte des violences basées sur le genre, il faudrait d'abord, à première mesure, que la femme prenne conscience de tous ces instruments juridiques qui sont mis en œuvre et élaborés pour qu'elle puisse faire valoir ses droits. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits. Vous allez voir des femmes qui vous disent que non, mais si mon mari me bat, c'est parce qu'il m'aime. S'il me refuse l'argent de ration, c'est parce que je suis têtue, je suis vilaine. S'il ne m'achète pas des habits, c'est que c'est moi le problème. Elle passe plus le temps à se déprécier soi-même dans une autodépréciation, une perte de l'estime de soi qui fait que lorsqu'on lui dit « tu as droit à ci, tu as droit à cela », elle n'accepte pas cela parce qu'elle s'est vêtue d'une forme de limite mentale qui fait en sorte que même dans sa tête, dans son mindset, elle ne s'autonomise pas. Et c'est difficile. Je veux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent mais qui ne sont pas autonomes dans leur esprit. Il y a beaucoup de discrimination aussi dans les familles qui perdurent, surtout avec les rites de veuvage qui font en sorte que lorsque la femme perd son mari, elle découvre un nouveau visage de sa belle famille qu'elle n'imaginait pas. Et parfois, ce sont ses consoeurs, les belles-sœurs qui la maltraitent. Parfois, c'est des hommes qui mettent un peu du frein là-dessus et qui disent non, ne la maltraitez pas, mais qui lui brandissent le sourira et le lévira. Il faut que tu deviennes aussi ma femme parce que la femme est un bien parmi tant d'autres. Elle se définit plus par le sexe dans la perception. Et vous pensez que peut-être le volet ethnique est mis en exergue aussi parce que des fois quand un mari décède, on dit tu seras la prochaine femme de l'oncle, du cousin. Est-ce que quelque part c'est pas dévaloriser un peu l'humain avec ce genre de pratique? Oui, c'est ce qu'on appelle les pratiques culturelles néfastes. Les pratiques culturelles néfastes sont généralement... Oui, en fait, elles sont héritées de la société. Vous savez, nos sociétés traditionnelles, dans la société traditionnelle, tout n'est pas mauvais. C'est comme je vous disais, il y a de très bonnes valeurs. Je vais vous en citer un peu d'autres. Vous avez, par exemple, la valeur qui veut, par exemple, que lorsque la veuve perd son mari, elle soit entourée des autres coépouses qui l'encadrent et puis qui la préparent à la transition de la vie seule. On lui apprend à compter parce qu'il y a quelque chose qui se passe généralement, c'est une observation empirique. Lorsque la femme perd son mari, elle tend à devenir amnésique, elle oublie, on est toujours en train de la ramener, comme tu as combien là, et c'est combien, elle compte. Bref, on la socialise à nouveau. Ça, c'est de bonnes valeurs. On a maintenant des choses très négatives, même que le code pénal du 12 juillet 2016 punit, comme les atteintes aux droits de la personne. Lorsque vous avez les rites de veuvage où on amène la femme à la rivière, on la fouette, où on lui rase le crâne, on la fait marcher sur des tessons de bouteilles, c'est les ordalises du Moyen-Âge où on dit si tu marches sur ces bouteilles et tu ne te blesses pas, c'est que tu n'as pas tué ton mari, mais si tu te blesses, tu l'as tué. Comment pardi pensez-vous que vous pouvez marcher sur des tessons de bouteilles sans vous blesser? C'est pas possible. Ce sont ces pratiques culturelles néfastes que la loi punit et que nous déplorons. Mais ce qui est triste, c'est que il y a aussi des femmes, par amour pour la coutume et la culture, qui, parce qu'elles se rappellent qu'elles ont aimé leur mari, se livrent au respect des coutumes, mais qui se retrouvent abusés à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que à un moment donné, même dans ces rites, il faut pouvoir tirer
c'est-à-dire tirer la limite, avoir le seuil d'intolérabilité qui est franchi et dit stop. Mais parfois le stop n'est pas dit parce que il y a déjà eu un lavage de cerveau, il y a déjà eu... Le bémol est que ce sont des femmes même qui lui infligent... Oui, les matrones. Oui, c'est ça. Ce sont des matrones et aussi de plus en plus, il y a des plaidoyers qui sont faits pour dire à ces femmes-là que c'est vrai, vous êtes des gardiennes des valeurs traditionnelles, mais ça, ce n'est pas bon parce que ça a des impacts sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique de la femme. Et il faut laisser ça, il faut délaisser ces pratiques pour des bonnes valeurs. Voilà. Alors, que pensez-vous des abus sur les jeunes filles, par exemple, les viols, l'excision, le pressage des seins? Parce que c'est un sujet aussi que vous traitez souvent en général. Quand vous avez des cas comme ça, comment vous les traitez au ministère de la Promotion de la Femme? C'est vrai que ce sont des cas qui sont pris en référencement et qui sont suivis par les unités techniques spécialisées, c'est-à-dire nos services déconcentrés qui suivent cela. Et qu'il y a tout un référencement quand même parce que le ministère ne travaille pas seul. Il y a tout un cluster de protection. Ça veut dire quand il y a un cas de violence qui est décelé, s'il y a eu un abus, on constate, on réfère. On réfère à la santé qui constate effectivement qu'il y a, et puis il y a le kit de dignité qui est donné, il y a la prise en charge des femmes victimes de ces violences. Et après, il y a le suivi pour revenir au niveau du counseling parce que ne vous dites pas que lorsque une victime a été prise en charge sur le plan physiologique, il reste les stigmates mentaux qui font en sorte que la personne n'est plus la même. Il faut pouvoir la réconcilier avec elle-même et lui dire voilà, c'est arrivé. Mais maintenant, il faut avancer et travailler sur son moi intérieur. Donc, voilà. Donc, les stigmates restent et demeurent. Et on sait aujourd'hui que quand même le suivi psychologique est très important. Mais néanmoins, dans la société camerounaise, peut-être africaine aussi, on n'a pas trop l'usage des psychologues, des psychanalystes et peut-être des thérapeutes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les thérapies sont nécessaires justement à l'éducation de certaines sociétés? Tout à fait, c'est nécessaire. C'est pour ça que j'aime toujours revenir à Sigmund Freud avec son essai « Le malaise dans la civilisation » parce que là-dedans, il disait qu'on aura une société malade, on aura des bipolaires, on aura des schizophrènes, on aura des borderlines, on aura tous ces types de maladies psychologiques qui feront en sorte que le psychologue ne sera plus un luxe ou le thérapeute ou le psychiatre ne sera plus un luxe, mais ce sera une nécessité. Vous voyez que de plus en plus, il y a cette question qui est prise en compte. Et il y a la sensibilisation aussi que les pouvoirs publics font autour des maladies mentales parce que avant, quand on était fou, ou quand on faisait une dépression, on disait, bon, il a trempé dans une secte et tout et tout. Maintenant, on arrive quand même à se diriger. Parce que la schizophrénie, des fois, amène à justement délirer, des fois aussi. Hein? Oui, c'est vraiment une personne divisée en deux dans elle-même. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, parce que j'ai vu des schizophrènes. En général. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, il vous parle là, et après, vous avez quelqu'un d'autre qui vous crie après. Après, il redevient gentil. Et parfois, il est peut-être maniaque. Et parfois, il est, c'est-à-dire, désordonné. Il veut plus rien faire et tout et tout. Si on n'oriente pas bien la personne, ce sont les pressions de la société qui font en sorte que l'individu ne supporte pas ces pressions, son moi psychologique ne supporte pas cela et décide de faire autre chose. Parce que dans le cas de la schizophrénie, c'est le surmoi qui est, c'est-à-dire la pression est très élevée et puis le sujet se crée son monde à lui, il commence à évoluer là-dedans, il devient lunatique. Oui, c'est généralement après une mauvaise histoire, ou un échec, ou un échec même social ou professionnel et puis il se renferme dans son univers à lui, il commence à vivre, et il est déconnecté. Oui, on appelle ça le trouble dissociatif de la personnalité. Voilà. Alors, on va prendre la seconde rubrique, on va laisser un peu les schizophrènes de côté, et puis on va prendre la seconde rubrique. Je suis Ray de Prince, des éditions La Jeune Plume. Je vais vous parler de Adèle Bibiane Baha, plus connue sous le nom de Fleur de Lis, en tant que nom de plume.
C'est une personne magnifique. C'est une personne magnifique. Fleur de Lis, elle est très très sensible. Elle est très très sensible, très émotive aussi. C'est une personne qui pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup. Surtout parce qu'elle est déçue par tout l'espoir qu'elle a mis dans certaines personnes et qui quelquefois arrive à la trahir. Mais Fleur de Lis, c'est quelqu'un qui sait aussi se relever. C'est quelqu'un qui sait dire ouvertement ce qu'elle pense. C'est quelqu'un qui s'attache aussi facilement. Mais c'est quelqu'un qui se méfie aussi beaucoup de son entourage parce qu'elle sait que le monde est truffé de personnes de mauvaise foi. Donc du coup, elle ne fait pas confiance en n'importe qui. Elle reste toujours sur ses gardes. Mais Fleur de Lis, pour dire le tout en une phrase, c'est une personne magnifique. C'est une personne magnifique. C'est une personne que, quand vous abordez, vous n'avez plus l'envie de laisser partir. C'est ce genre de personne qu'on rencontre une seule fois en 1000 ans. C'est un génie. C'est un génie qui est imbu de son savoir, qui ne tolère pas que l'on la chiffonne, que l'on chiffonne ce qu'elle sait, qui est prête à apprendre, qui est ouverte, qui est toujours disponible, même dans des circonstances les plus difficiles. Tout ça, c'est Fleur de Lis. C'est une personne. Alors, Fleur de Lis, c'est un génie. On parle de toi comme une personne qu'on rencontre tous les 1000 ans. C'est beaucoup de qualité quand même. Hein, et vous êtes quand même très méfiante à ce qui paraît. Vous faites difficilement confiance. Vous faites quand même confiance sur le plateau? Oui. En fait, je suis très spontanée. Je fais facilement confiance en la nature humaine. Mais quand je suis déçue, je me referme. C'est vrai aussi que pour donner ma confiance, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand je l'ai donné, je l'ai déjà donné, c'est comme ça. Ah, l'éditeur, il vous connaît bien, c'est les éditions La Jeune Plume, c'est ça? Oui. Ouais. Vous êtes amie avec... Avec Ray. Oui. Ray the Prince. Oui. The Prince. Oui. L'écriture, on a cheminé dans les écrits. Vous savez, écrire un livre, c'est pas facile. Oui. C'est un peu comme écrire un mémoire. On biffe, on vous renvoie. C'est aussi spirituel, hein, il faut le rappeler, parce que vous créez, c'est de la création artistique aussi. Oui, c'est de la création. Je crois que c'est des dons. Chacun est avec un don. Vous avez des personnes qui sont portées vers la création, d'autres qui sont portées vers la réalisation, d'autres qui sont portées aussi vers le conseil. Chacun de nous a reçu un talent qui se doit de fructifier. Certainement le mien, moi je suis sûre que c'est la création. Oui. Ça, c'est sûr, c'est la création. Et il a parlé de génie aussi. Bon, il doit certainement bien vous connaître s'il parle de vous en tant que génie. Ah, ben écoute, on espère qu'on a bien reçu le génie sur ce plateau. Alors, on va prendre la seconde vidéo. Let's go. Bonjour, je suis Jean-Jacques Foucault, journaliste à Royal FM. J'ai eu le privilège de recevoir Adèle Diabara dans le cadre d'une émission littérature, point littéraire. C'était notamment en prélude à la dédicace de l'ouvrage L'illusion du bonheur. Je dois avouer que j'ai eu une très bonne impression sur la personne. D'abord sur le plan humain, une dame sûre d'elle, une dame suffisamment respectueuse, parce que je dois avouer que avant l'émission, elle est arrivée de manière ponctuelle. Et aussi, lorsqu'il fallait défendre et présenter son livre, L'illusion du bonheur, j'ai vu une dame qui défend des problématiques sociales actuelles. À l'intérieur, on parle de polygamie, elle nous ramène vers les réalités locales, le village et d'autres aspects. Je crois que c'est également quelqu'un de très courtoise. Moi, je dois avouer que les fous du livre, notamment de Marie-Bertine Mawem, m'aura permis de rencontrer une dame intellectuellement assise sur ses idées et qui défend les causes des personnes, quelquefois, qui n'ont pas réellement l'opportunité de s'exprimer. Donc, véritablement, c'est quelqu'un d'incroyablement intelligente et surtout pertinente dans son combat, dans ses arguments. Et je pense qu'elle a certainement dans le monde et l'univers de la plume beaucoup de choses encore à offrir et à donner, même sur le plan humain.
On a Jean-Jacques Foucault qui est journaliste culturel qui s'occupe de la littérature à Royal FM. S'il faut citer la radio, je connais aussi très bien, c'est un très grand journaliste qui parle bien de vous, il parle de la pertinence dans ce que vous faites, il parle justement de cette intelligence que vous avez. Ouais. Mm. Oui. J'ai de la peine à parler de moi. Comme Ouais. je vous disais, on ne peut pas se voir Ah, à vous la êtes humble, hein, fenêtre c'est l'humilité qui... et se voir passer en route. Bon, c'est ce qu'ils disent de moi. Voilà. C'est ce Ouais. qu'ils disent. Oui, parce que Marie Berthier aussi nous a beaucoup parlé de vous, des fous du livre. C'est vrai qu'on reçoit ces derniers temps beaucoup de femmes écrivaines. On sait que les femmes aujourd'hui sont très ouvertes, intelligentes même, et surtout qui apportent beaucoup à la société. Alors on va prendre la dernière vidéo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Un bonsoir tout particulier aux téléspectateurs de Talents de Femmes. Adèle, bonsoir. Qu'est-il de toi l'invité du jour de ce programme? Juste que tu es une dame qui a plusieurs facettes. La première, celle d'un cadre de l'administration camerounaise, conseiller principal de jeunesse d'animation, chargé d'études assistante au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et cette fonction que tu remplis avec beaucoup de dextérité rentre en droite ligne avec ta formation de juriste que tu as eu à faire à l'université de Yaoundé 2. Je sais, ça n'a pas été facile pour toi. Ton parcours a été jalonné de beaucoup de cueils, de beaucoup de douleurs, mais tu as dû travailler ardemment pour être la femme que tu es aujourd'hui. Et je vais rentrer dans la deuxième facette, celle d'écrivaine. Vraiment, j'ai lu avec un très grand bonheur ton recueil de nouvelles, l'illusion du bonheur, qui, pour moi, dépeint un certain nombre de mots que traverse la société camerounaise à l'heure actuelle, comme le problème d'héritage, le problème d'accès de la femme à la terre, les problèmes de coutumes, de veuvage. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué et j'espère que tous les téléspectateurs vont pouvoir s'approprier cette œuvre et surtout inverser la courbe pour que le respect des droits de la femme soit quelque chose de très répandu et surtout que nos familles puissent davantage prospérer. Parce que sans famille, il n'y a pas de nation solide. Aussi, je voudrais te donner un conseil. Si tu continues à travailler ardemment en gardant ta belle plume, en gardant ta belle main d'écriture, ton style, tu seras une des meilleures dans le monde, dans le domaine littéraire au Cameroun. Beaucoup de courage à toi, c'est pas facile. Ah, c'est le cousin qui parle de la cousine. Voilà. Oui. Ça vous émeut vraiment, on dirait. Oui, il m'a beaucoup soutenu. Il me soutient beaucoup. Ouais. Christian, beaucoup. Parfois, quand je flanche, il me dit non, il faut te relever. Il faut y aller. Il me soutient beaucoup. Je suis émue. Je n'ai pas su que tout ce monde-là... Je leur dis merci au passage. D'accord. Je voudrais dire que j'aime beaucoup, je suis une grande mélomane. Hein. Frédéric François dit il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime quand ils sont vivants. Je pense que mon oremus, quand je serai couchée pour le raison funèbre, mon oremus, je n'aurai pas à rougir. C'est maintenant que je rougis. Et je leur dis merci, je rends grâce à Dieu. Oui, voilà, on a un message, je crois que c'est un poème de Marie Berthier. La fleur sans épines, la rose de mon jour, l'amour du cœur pur, l'ami sans rancune, l'image de l'humilité, le regard plein d'amour. Tu es juste une grande sœur que tout le monde aimerait avoir. Tu sais offrir le meilleur de toi, même lorsque tu n'es pas d'accord. Introverti, tu préfères penser à une chanson. Je tais le nom de l'auteur. Les grandes joies se vivent dans le silence. Nous t'aimons fortement et sois sûr, nous avons du chemin à faire. Ça, c'est un message de Marie Berthier. Elle a mimé Francis Cabrel. Ah, ben, il y a des moments tu as trahi, hein? qu'il n'y a que le silence pour le dire. Merci à elle. Voilà, nous avons fini avec cette rubrique. On va prendre la dernière qui est le cul. Cette rubrique, ça concerne toutes les femmes. Ça veut dire, on parle des problèmes de société, pas forcément de littérature. En tant que femme leader, femme entrepreneur, peut-être femme qui impacte, tu nous donneras ton avis face aux problématiques qui vont être posées. Alors, la première question sera pour ou contre les mèches exportées brésiliennes, péruviennes, voilà et tout. On parle beaucoup de ça ces derniers temps. On parle de mèches qui sont retirées des canaux
cadavres de femmes qui auraient, selon certaines personnes, des esprits maléfiques, peut-être l'esprit du défunt. On parle de mèches pris, je sais pas moi, dans certains cas, dans les cercles ésotériques. Que pensez-vous des mèches exportées? Bon, c'est vrai que tout ce qui est mèche est déjà extension. C'est des extensions, c'est des atouts au charme de la femme. Je commence d'abord comme ça. Coquette et tout, oui. Maintenant, il y a deux types de mèches. Il y a la synthétique, là, comme celle que j'ai là, du plastique, pour se tresser. Et maintenant, il y a la plus que vraie, qui revient à dire qu'on retire de l'ADN de quelqu'un pour pouvoir traiter et être vendu pour toujours des attraits de charme. Je voudrais dire aussi, à mon avis, si je me situe sur le plan spirituel, que tout ce qui est ADN, qu'on porte l'ADN de quelqu'un, par exemple, ces mèches-là, pour la plupart du temps, sont pris en Inde. Et il faut comprendre un peu l'esprit et le contexte dans lequel les personnes se dépouillent de ces mèches. En dehors des cadavres sur lesquels ces mèches peuvent être prises, c'est un cas. On a aussi ces personnes-là qui veulent expier leurs fautes. Ces personnes-là qui veulent expier leurs fautes, ça peut même être les intouchables, cette caste interdite-là. On vous dit, il faut expier ta faute, la malchance, et puis généralement, les hindous, les indiennes, elles ont de très beaux cheveux. Elles coupent et elles vont offrir ces mèches au dieu Shiva, là, pour pouvoir avoir une remise de leur peine, c'est-à-dire prendre de nouvelles ondes. Maintenant, ce qui se passe quand elles les offrent là-bas au temple, ces mèches-là sont à nouveau vendues parce c'est tout un réseau de commerce avec les marchands de mèches qui viennent acheter aussi à vil prix et cet argent-là sert comme ça d'aumône là-bas au temple. Et puis ces mèches sont maintenant récupérées pour être traitées et pour être vendues. Et maintenant, dans le cas d'espèce, logiquement, lorsque vous avez porté des mèches, des femmes qui se sont débarrassées d'une certaine poisse, c'est automatique que lorsque vous les mettez, vous allez vivre une certaine forme d'oppression. Oui, il y a une certaine forme d'oppression. Donc vous y croyez ça, cette possession? Oui, moi j'y crois. Ce n'est pas faux, c'est pas moindre. Vous savez, le monde est dirigé beaucoup plus par le monde spirituel, par le règne spirituel. Parce que même lorsque Platon expliquait en disant que tout se conçoit d'abord dans le monde intelligible des idées, pour pouvoir se réaliser dans la matière, il parlait bien de cet univers spirituel. Avant que de réaliser un projet, vous le pensez d'abord dans l'esprit, dans le monde des idées, et vous le couchez sur papier. Quand vous avez fini de le coucher, vous le mettez en œuvre pour que la matière témoigne de ce projet. Mais avant ça, vous dites j'ai un projet, il est dans votre tête. Ces mondes se côtoient, à mon avis, c'est pas des moindres. Oui. D'accord. Alors, on va parler du Made in Cameroun. Que pensez-vous qu'on puisse faire, que le Cameroun peut s'apporter pour que le Made in Cameroun soit mieux valorisé? Je pense aussi le Cameroun foisonne de beaucoup de talents. Il y a des gens qui font des choses formidables, que ce soit les femmes, l'entrepreneuriat jeune ou l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup de produits qui sont faits. Lorsque vous allez dans les foires, vous voyez dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'habillement. Mais je pense aussi que si ces produits bénéficient d'un accompagnement de la norme, sont normalisés aussi, et que la promotion de ces produits sont faites, ce serait bien. On a par exemple notre riz, le riz de Magal, les autres de DOP, le riz de Magal que j'aime beaucoup, qui est très bon. Mais ça se mange pas, vous allez voir que ça va à l'extérieur, c'est riche. Oui. Et que la subvention, elle est certes faite, mais l'État aussi gagnerait davantage à
promouvoir plus aussi les produits locaux parce qu'il y a de merveilleuses choses. Il y a même des liqueurs. Oui. Dernièrement, j'ai bu une liqueur il y a 2 semaines à la banane et j'étais étonnée, mais c'est cher. À la pastèque, à la banane, il y a ça beaucoup va de chercher liqueurs. dans les 10 000. Oui. C'est-à-dire c'est un luxe. Il n'y a que des gens d'une certaine société qui la boivent. Mais c'est des produits locaux pourtant. Non, mais il y a des produits qui sont exportés, importés, qui viennent d'ailleurs, qui sont très chers, mais que les Camerounais consomment. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne préfèrent pas dépenser leur argent pour des produits locaux? Est-ce qu'il y a la fiabilité, la confiance? On ne sait pas réellement pourquoi il y a justement cette hésitation face aux produits locaux. Je pense aussi, pour ma part, c'est toujours des questions de perception et des questions de renvoi d'image. C'est la perception. Parce que quand vous allez à une fête, on vous sert du chivas, on vous sert un certain nombre de liqueurs de qualité venant de l'autre côté qui sont bien. Vous allez automatiquement aussi à votre fête dire que moi aussi je vais avoir la même chose. Maintenant, nos produits locaux, il est question de communiquer davantage là-dessus. C'est comme je vous disais avec le livre, vous pouvez écrire le plus génial livre qui soit, vous pouvez écrire sur la poussée d'Archimède ou des choses formidables ou alors l'alchimiste comme Paulo Coelho. Mais si c'est pas médiatisé, si on ne communique pas autour de cela, si les gens ne vous ont pas lu pour vous révéler au monde, ce ne sera pas possible. C'est la même chose avec ces produits locaux. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup la naissance des coachs, les coachs de vie, les coachs personnels. Qu'avez-vous comme impression face à cette recrudescence de coachs qu'on voit même en ligne? Il y a coach Amonchi, coach machin. Ils sont sur Internet, ils se font consulter. Est-ce que quelque part, peut-être, ce sont les nouveaux médecins de la société? Oui, c'est les nouveaux métiers, comme je vous disais, les métiers du numérique. L'émergence de ces nouveaux métiers qui n'est pas mauvais. Oui. Je voudrais aussi dire que il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup de malaise que les gens vivent et que notre société qui jadis était africaine totalement tend à s'occidentaliser. Ça veut dire que parfois les gens se méfient un peu entre guillemets de leur biotope, ont besoin d'écouter quelqu'un qui va pas te dire je te connais, oui, moi je te connais, tu as fait ci. T'as dit tu écoutes quelqu'un, idées préconçues, oui, idées préconçues, très bien. Tu écoutes quelqu'un qui a un regard neuf sur toi et qui te valorise et qui pourra posément t'aider à trouver une solution. Les coachs, ils sont là aussi pour ça. Ils jouent un peu le rôle des psychologues. Ils font un suivi psychologique. C'est vrai que parmi ces coachs, il y a des féministes modérés, il y a des féministes purs et durs, il y a des féministes briseurs de foyer. Il y en a un peu de tout bord. Il y en a, il faut seulement Est-ce que c'est nécessaire choisir. aujourd'hui? Vous pensez que les coachs sont nécessaires à la société? Oui, les coachs sont nécessaires. Tant qu'il y aura le besoin, les coachs sont dictés par le besoin du moment. Oui, tant qu'il y aura des femmes qui vont vous dire que je vis avec mon homme marié, là, il va m'épouser quand? Je vis avec un monsieur qui n'a pas reconnu mes enfants. Mon mari me tape, il me dit qu'il m'aime et il me donne des cadeaux après. Et puis il y aura ce coach qui va dire, ah, c'est un pervers narcissique. J'ai son profil ici, il te fait comme ça, il te fait. C'est un pervers narcissique. Comment faire pour sortir des griffes du pervers narcissique? Tant qu'il y aura ces problèmes, ces besoins, il y aura des coachs. Ils ont leur place. Est-ce que vous les avez vus fermer les portes? Ils ont les 10 000 abonnés, Bien 10 000 sûr, cas bien et sûr, tout. Lady Sonia et compagnie. Oui, Voilà, effectivement. oui. Voilà, on va prendre une autre question. Voilà, aujourd'hui on a souvent des cas de médecine où on fait des transplantations d'organes. Certains ne sont pas peut-être compatibles et d'autres personnes aussi ne veulent pas réellement, comme vous êtes une femme religieuse, comme dans certaines religions, on refuse justement de faire des transplantations d'organes parce qu'on se dit que quelque part c'est défier un peu Dieu. Comme par exemple le clonage, entre autres. Que pensez-vous des transplantations d'organes qui sont faites des fois, même ici au Cameroun, ça se fait déjà? Oui, de toutes les façons, ces transplantations ne sont pas des naissances ex nihilo. Elles ne partent pas de rien. Par exemple, les transplantations du rein ou les questions
c'est-à-dire de lutte contre l'insuffisance rénale, ça naît d'un besoin. Oui. Lorsque le sujet il va parce qu'il a un problème. C'est vrai que le chemin de l'obtention d'un organe de rein est souvent jalonné de beaucoup d'obstacles. Oui, parce vrai. qu'il y en a qui Il y a cherchent... même des trafics aussi. Même, oui, il y a des trafics. Il y a même des cas d'incompatibilité. Oui. Voilà. Il y a aussi des cas où, pour sauver ta vie, on ne demande pas ton avis. C'est des dérogations comme ça. Au-delà même de la religion aussi. Je vous prends par exemple un cas de grossesse où il y a une femme qui est enceinte et dont la grossesse va menacer sa vie, où il y a un choix à faire, où le mari décide de choisir, ou alors les membres de la famille disent non, il faut que la femme vive, parce que si l'enfant vit et elle meurt, vous avez des cas extrêmes comme ça qui... le choix ne vous plaît pas toujours, mais c'est un peu comme l'intérêt supérieur. Votre vie est en danger, il faut vous sauver. Il y a des dérogations comme ça qui font toujours souvent entorse à notre consentement réel. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. C'est vrai que c'est l'actualité. Tout à l'heure, vous avez parlé de grossesse. On a eu un communiqué du MINISEC, justement, qui parlait des jeunes filles mères, peut-être qui sont enceintes dans les établissements. Elles ne seraient plus, selon le communiqué, rejetées comme cela se passait auparavant. C'est aussi votre domaine, au MIMPROF? Oui, en fait, il y a une loi pour le MINISEC. Cette loi-là existait depuis. Oui. Elle existe depuis, cette loi-là. Juste que... elle n'est peut-être pas toujours appliquée. Et comme je vous disais, c'est nous qui donnons la force à la loi. Avant, certes, on les expulsait, mais après, sensiblement les années 2000-2010, il y a une loi qui autorise, c'est-à-dire les établissements, à recevoir ces filles-là qui portent la vie d'aller à l'école jusqu'à un moment, et puis le moment où elle va accoucher, qu'elles repartent accoucher pour revenir, pas qu'on les chasse au début. C'est pour dire que il y a des textes, il y a des corpus juridiques qui existent, mais si nous ne nous en approprions pas, ils n'ont pas de valeur. C'est comme ça. Donc, selon vous, c'est un texte qui va à l'endroit des jeunes filles quand même assez acceptable, ou bien? Ça protège la vie sans toutefois encourager... c'est-à-dire la conception à l'école, mais c'est ce qu'on appelle les accidents de parcours. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On prend la chose à bras le corps et puis on gère. On a vu aussi beaucoup de filles mères qui, malgré même qu'elles portent leur grossesse, et elles réussissent leurs examens et elles réussissent même mieux que celles qui n'en portent pas, comme pour dire que le principe de l'égalité des chances doit être promu même en milieu scolaire. Pourquoi est-ce qu'on ne renvoie pas le garçon? On s'est toujours posé cette question. Oui. On voit, c'est comme des enfants qui mangent, ils sucent des mangues et puis il y a un qui a des taches de mangue, on dit c'est lui le coupable, prenons-le, alors qu'ils étaient en bas en train de manger des mangues et la sanction tombe sur l'autre. Oui. Donc là, vous êtes là pour l'égalité des chances, selon vous, c'est ça qui doit être mis en avant. Ah, vous êtes féministe ou bien? Pas féministe, il y a beaucoup d'ailes du féminisme. Hein. Ah, d'accord. Il y a l'aile dure, les féministes. Ah, vous êtes extrémiste? Non, il y a les féministes de l'aile dure là qui vous dit que pas d'homme à côté, nous pouvons nous reproduire nous-mêmes, nous pouvons faire comme des hommes, nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Vous voyez de quoi je veux parler, je ne veux pas donner le nom. Maintenant, il y a la branche féministe modérée qui reconnaît dans l'approche genre que oui, une femme prend des responsabilités, elle a des droits et la femme est davantage sublimée aux côtés de l'homme. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question qui concerne l'actualité. C'est vrai qu'hier, il y avait un concert de la jeune... bon, je ne veux pas dire jeune, c'est la diva, Grace Deka, à Paris, qui a voulu être boycottée. Que pensez-vous de ce boycott de la brigade anti-Sardinard qui veut boycotter cette grande dame, cette diva de la musique, et qui aujourd'hui fait des émules avec les revendications peut-être politiques, parce qu'ils revendiquent peut-être la fin de la guerre au Nouveau, la fin de la vie chère au Cameroun, la fin de, je sais pas, la malgouvernance. Aujourd'hui, on se retrouve avec des guerres, des violences qui sont faites. Que pensez-vous de ces Camerounais de l'autre côté qui se démarquent justement par le boycott? On a vu le cas Steve Fa qui a été tabassé, par exemple.
Évidemment, c'est l'actualité du moment et c'est les recrudescences qu'on observe toujours depuis un bon bout. Je voudrais dire que ces jeunes-là, toutes ces personnes-là, ces leaders-là, c'est autant de forces vives qui sont allées de l'autre côté. J'aime beaucoup la mythologie grecque, je suis comme ça. C'est comme Prométhée qui allait voler le feu des dieux. Oui. Mais quand il allait voler le feu des dieux, qui est la science, qui est la connaissance, il a ramené pour que les hommes ne meurent plus de froid, oui. Pour que les hommes puissent être éclairés. Et c'est pour ça que les dieux l'avaient puni. Mais eux, ils s'en vont, ils prennent le feu, ils restent là-bas et ils commencent à attaquer, à déplorer. Ce sera aussi bien qu'ils rentrent ici et qu'on construise ensemble dans le cadre du dialogue. Donc vous national. Leur demandez de rentrer au Cameroun? Oui, par exemple, parce que de toutes les façons, leur pays c'est ici. Et qu'à tout moment, ça peut tourner kazakh et ils vont revenir à leur terre. Je suis persuadée qu'ils reviennent. Ils ont des familles ici, ils ont des attaches. Et qu'on essaye de voir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais revendiquer en interdisant les concerts, est-ce que c'est tous les Camerounais qui sont de leur côté? C'est ça qu'on aimerait savoir. Peut-être ils ont des revendications, on ne sait pas s'il y a des soutiens derrière. Est-ce que le peuple adhère à leurs revendications? Ça, on ne sait pas réellement. Vous savez que quand il y a un acte ou un fait social, il y a toujours des controverses tout autour. Oui. Me voici par exemple, je ne suis pas forcément de leur côté. Vous allez dire que je suis de l'autre bord. Mais ce n'est pas trop ça. Je pense aussi que dans toutes ces quêtes de droits de l'homme que la société a eu à glaner, je prends par exemple le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. On a des droits. Il y a un concert, il faut pouvoir respecter cela sans toutefois faire une chasse aux sorcières et taxer telle de tendance N ou de tendance Z. C'est parce que la chose a déjà été politisée. Et maintenant, il y a des personnes qui se retrouvent martyrisées là. Elle, la diva, elle fait un concert, elle est en train de travailler. C'est une femme de valeur qui travaille, qui a un don de la musique qu'elle fait prévaloir. Pourquoi est-ce que ce don devrait subir l'objet d'une entrave au prétexte qu'elle appartient à tel angle ou tel bord. Et puis, il y a le vent de la liberté qui a soufflé dans les années 90, qui veut que chacun puisse s'exprimer, mais dans la limite du respect des droits de l'autre. On n'est pas dans l'état de nature de Thomas Hobbes, où chacun fait ce qu'il veut. Même de l'autre côté, là-bas, le respect des droits, la garantie des droits de l'homme et de l'humain est de mise, il est toujours de mise. Oui. Heureusement, il y a des mesures qui ont été prises. Oui, le concert s'est bien déroulé avec beaucoup de succès. Déjà, nous arrivons au terme de l'émission. Mais avant de partir, Madame Adèle, vous allez face à la caméra donner des conseils, notamment concernant la jeune femme, l'employabilité des jeunes, et parler aussi peut-être des jeunes femmes qui se démarquent dans la société. Comment est-ce qu'une femme devrait se comporter quand elle subit des violences basées sur le genre? Peut-être, vu que vous êtes du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est à vous de nous dire quels sont les conseils qui devraient être appliqués. Ok, ça fait beaucoup de paramètres, beaucoup de domaines. Je vais d'abord commencer par des questions d'ordre général. Parce que vous m'avez interpellé sur la question de l'employabilité et puis la femme, dans les questions de VBG et puis de droits de la femme, les questions de réussite sociale aussi. Je voudrais dire à la femme d'abord que elle est une perle. Une femme, c'est elle qui impulse le changement. Une femme, c'est un bonheur. Même dans la Bible, Dieu a beaucoup composé avec la femme. C'est par la femme que le salut est entré. Même si c'est par elle que le péché était entré, mais on garde que c'est par elle que la vie est entrée, c'est par elle que les grandes nations se font, c'est par elle que les destins se font. Cette femme doit être une lumière et elle ne doit pas être une lampe comme est sous le boisseau. Je voudrais aussi dire que pour réussir sur le plan social,
il faudrait d'abord prendre conscience de ses valeurs et de ses atouts, que chaque femme, chaque fille se regarde non pas sur le prisme de la plastique, de la beauté physique, parce qu'elle passe, elle périt, mais sur le prisme des valeurs intrinsèques, de toutes ses qualités. Et que lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Aujourd'hui, la femme est appelée à être une aide convenable, même aux côtés de son homme, si elle veut se marier. Aujourd'hui, elle est appelée à travailler. Que les femmes, nous arrêtons d'être des budgétivores, que nous arrêtons d'être des femmes peau de fleurs, que les femmes prennent leur destin en main. Il y a déjà beaucoup qui travaillent, que les femmes s'autonomisent aussi dans la tête, parce que dans la tête, la société nous rejette aussi des concepts et des valeurs. Si tu n'es pas mariée, tu n'as pas réussi ta vie. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas bien. Si tu n'es pas une femme qui a une voiture, tu n'es pas une femme accomplie. Parce qu'il y a ces barrières-là qui retiennent la femme captive. Il faut aussi se libérer, s'autonomiser au niveau de l'esprit. C'est très important. Parce que dans l'autonomisation de l'esprit, c'est là que la femme se rend bien compte que une bastonnade donnée copieusement à temps et à contre-temps par un homme est différente peut-être d'une, je sais pas moi, comme dirait Marie Betty parfois, elle dit d'une gifle caresse donnée avant la copulation, quelque chose comme ça. Il faut bien faire la différence entre la violence extrême et la violence séductive, quelque chose comme ça. Je voudrais aussi dire pour les jeunes que les jeunes seront beaucoup exposés au chant des sirènes. Le président de la République le répète tout le temps parce que les jeunes, j'aime beaucoup décrire les jeunes comme cette force vive qui ose. Parce que quand on est jeune, on rêve. Quand on est jeune, on veut oser. Quand on est jeune, on veut découvrir. Mais le jeune a aussi ce revers du dieu Janus, ce côté obscur où il veut toujours... il est attiré par tout ce qui brille. Il recherche tout ce qui brille. Il est un peu comme cet oiseau qu'on appelle la pie. La pie aime les perles. Quand la pie voit les perles, elle vole d'abord ça, elle va mettre dans son nid. Elle dérobe tout ce qui brille. Et que les jeunes sachent que, surtout les jeunes femmes, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que quelqu'un vous présente une facette d'aisance, de bonheur, de réussite. Mais il y a un prix à payer pour toute chose. Il faut pouvoir avoir de la censure pour ne pas épouser ou prendre en bloc tout ce qu'on vous donne. Il faut pouvoir faire une censure et pouvoir revenir à ses valeurs premières. Qu'est-ce on t'a dit à la maison? Généralement, les parents disent à leurs petits-enfants, on dit, tu ne parles pas des inconnus, tu ne prends pas les cadeaux des inconnus. D'où vient-il qu'un inconnu va te donner 200 à 500 000, 1 million pour une nuit et tu vas estimer que c'est parce que tu es la plus belle? Il faut te poser des questions. Il y a des choses comme ça. Tu as dit, cette naïveté de la jeunesse doit devenir plutôt... elle doit se changer en esprit critique. Sinon, c'est notre jeunesse qui va partir. Maintenant, concernant les violences basées sur le genre, je voudrais dire qu'il faudrait que les femmes aussi apprennent. Il y a la journée internationale de la famille qui vient le 15 mai dans quelques jours. Oui. Que les femmes sachent que il y a un département ministériel qui traite de toutes ces questions-là. En cas, il y a des cas on reçoit souvent des cas de paternité désavouée où le père n'inscrit pas les enfants, où les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Le ministère aussi s'occupe de cela. Il y a toute une grande campagne qui est faite où Madame le ministre a été du côté de Ngolmodouka pour accompagner le maire avec les actes de naissance, la remise des actes de naissance. Il y a aussi des questions de violence à l'endroit des hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se plaignent, il y a les hommes vraiment qui sont martyrisés, que les hommes n'aient pas, qu'ils n'aient pas honte, parce qu'il y en a qui n'ont pas, qui ne voient pas leurs enfants, le droit de visite leur est refusé, alors que le code pénal de 2016 reconnaît ce droit comme un droit fondamental. Mais où est le code de la famille aujourd'hui?
ce code-là, il fait son chemin. Il arrive. Certainement, oui. Donc, c'est des questions qu'il n'hésite pas à venir vers le ministère et on pourra prendre ces questions en charge. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque le cycle de violence est détecté, la victime se replie sur elle-même. Il n'y a pas toujours quelqu'un pour la booster. C'est pour ça que les coachs, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, les coachs, ils préfèrent aller là-bas et tout, mais ils ne savent pas que ils peuvent se rendre l'administration aussi, à la délégation d'arrondissement du MINPROF, du territoire compétent et avoir des résultats. Il y a des personnes formidables. Merci de passer, Adèle Bibiane Barra. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. J'ai même pas pu lire les messages. Beaucoup de gens ont été édifiés, notamment concernant le comportement des femmes aujourd'hui, des jeunes filles, notamment aussi certaines influenceuses, parce que c'est pas toutes les influenceuses qui ont cet état d'esprit de montrer le luxe et puis d'avoir cet esprit de gain d'argent facile. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à toute l'équipe. On dit même aussi merci à Arafat Ekunga qui nous suit et qui demandait à savoir qui était la dame. Arafat, je te dis bonjour et puis on te dit merci de nous avoir suivis et notamment d'avoir pu d'être enquéri de tout ce que cette dame a pu nous apporter aujourd'hui. On dit aussi merci à John Levin de la supervision générale. Portez-vous bien, on se dit à samedi prochain. Surtout soyez sages et ne suivez pas les influenceuses.